Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pioches sur la table. Aujourd'hui, vous le voyez, je suis tout de vert vêtu pour la simple et bonne raison qu'on va parler de l'Irlande et plus particulièrement de Brian Boru. Alors, je sais pas si ça se prononce exactement comme ça, mais Brian Boru, je ne sais pas, voilà, est une figure mythique en fait de l'Irlande. Par mythique, j'entends pas qu'il n'a pas existé, hein, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, mais c'est un personnage historique qui relève, voilà, presque du mythe parce que il est extrêmement connu sur l'île d'Emeraude. Brian Boru, le haut roi d'Irlande d'ailleurs, il y a écrit, qui a, et on va le voir à travers le jeu, je crois qu'on peut dire unifier l'Irlande, c'est ça, hein, sous son règne, me semble-t-il. Voilà, s'il y a des historiens parmi nous, n'hésitez pas à me reprendre, mais je pense qu'on peut utiliser ces termes-là. Et en gros, il l'a fait comment ? Il a repoussé du viking, il a arrangé des mariages, il a bâti des monastères ou rebâti des monastères. Et c'est tout ça qu'on va faire en fait dans ce jeu. Alors moi je vais l'appeler Brian Boru, hein, voilà, donc c'est un jeu de Peer Sylvester pour 3 à 5 joueurs à partir de 14 ans et des durées de partie annoncées d'environ 60 à 90 minutes. Oui voilà, 1h30, 2h c'est très bien. Installez-vous confortablement au pub pendant ce temps, moi je pose les pions sur la table. Voilà, Brian Boru est installé. Bon, il faut un petit moment quand même pour installer les différents éléments, mais on est quand même loin de gros jeux de stratégie du haut de volée. Voilà, c'est quand même... Voilà, là je l'ai installé tout seul en peut-être 5, 6, 7 minutes, voilà. Donc vous le voyez ici, on a une magnifique carte de l'Irlande avec les différentes petites régions. Tous les points de couleur que vous voyez ici, ce sont des villes. Donc pour représenter ici l'influence de chacun des clans, eh bien on va avoir des petits jetons de bois. On va avoir ici des petits tokens vikings avec leur casque, pardon. On va avoir ici les jetons renommés. On va avoir alors ici des petits boucliers qui montreront en fait les villes qui sont occupées par des vikings. Ici on va avoir des monastères, voilà, ce sont ces petits cercles bleus avec des entrelacs. Et puis on va avoir surtout des cartes, voilà, hop, des cartes de tarot, voilà, avec différents dessins. Donc ici on a une pioche viking, on a une pioche mariage avec les gens qui vont nous être promis en termes d'union sacrée, voilà. Et puis on va avoir ici des petites cartes diverses et variées, représentant des batailles, des intrigues politiques, etc. Les graphismes sont ce qu'ils sont, c'est pas exceptionnel, c'est dans le ton en fait, un petit peu médiéval comme ça, celtique, tout ça, il y a des entrelacs partout, c'est pas dingue, voilà, c'est très pastel, c'est très particulier, voilà, en termes de design. Vous le voyez d'ailleurs sur le plateau, hein, c'est très pastel, c'est très... voilà, moi ça me dérange pas au niveau du design, je pense qu'on aurait pu avoir quelque chose d'un petit peu plus flamboyant. Mais honnêtement ça passe, voilà, honnêtement ça passe parce que ça colle au thème, tout simplement. Alors en début de partie, chaque joueur, voilà, a mis sa ville de départ, donc voilà, c'est mis comme ils veulent en fait. La seule contrainte qu'on a en fait, c'est qu'on ne peut pas mettre sa ville de départ dans une région où il y a déjà un adversaire, tout simplement. On aura aussi distribué ici le jeton premier joueur, et puis on n'aura pas oublié, contrairement à moi pendant le générique, voilà, de rajouter ici, hop, un pion de chaque couleur sur la piste, le numéro 10 de la piste de score, et puis un autre ici sur le point de départ de cette piste ici, dont on parlera un petit peu plus tard. Alors, une fois n'est pas coutume, on a des petites aides de jeu plutôt bien faites, tout simplement. Donc, je vais les suivre, hein. Ce que l'on va commencer à faire, c'est piocher dans la pioche jaune une carte mariage. Alors, la carte mariage, elle est toute simple. En fin
de pile, en fait, vous aurez toujours Estrid, la princesse du Danemark, qui va vous apporter énormément d'avantages, faut le savoir, si jamais vous l'épousez. Alors on va la mettre celle-ci face visible, en fait, en bas de la pioche de mariage, tout simplement. Et puis par-dessus, ben, on va ajouter plusieurs cartes mariage, ça dépend du nombre de joueurs. Là on est dans une configuration à 3 joueurs, donc il me semble que c'est 2 cartes mariage qui sont situées au-dessus. Et donc on va révéler ici qui va être la personne du moment à épouser. Voilà. Donc ce sera ici, alors là c'est pareil au niveau prononciation, ce sera Aoif. Voilà, Aoif avec son petit loup. Et donc vous verrez ici en fait ce que rapporte Aoif si jamais vous l'épousez, c'est-à-dire 2 points de victoire immédiats et un jeton de prestige. On verra à quoi ça sert au fil de la vidéo. Donc pour épouser Aoif, il va falloir grimper ici en fait sur l'échelle du mariage tout simplement. Donc on verra comment ça se passe. Ensuite ce que l'on va faire, on va dévoiler ici les vikings. Donc il va y avoir en fait une flopée de vikings qui va venir attaquer l'Irlande. Et donc hop, ici on voit qu'il va y en avoir 14 ce tour-ci. Donc je vais prendre ici mes 14 jetons. Hein. Voilà, tous les, ça c'est le bateau de vikings voilà, qui va venir nous attaquer. Alors là il va falloir qu'on s'emploie tous à poutrer du viking parce que sinon après, eh bien ils vont venir attaquer une ville ici située en Irlande. Et plus précisément, ils vont attaquer la ville de celui qui aura le moins participé aux bagarres, en fait, qui aura le moins participé à les repousser. Donc voilà, faut faire très attention à ces vikings-là qui peuvent facilement envahir vos points de victoire, tout simplement. Il y a un petit côté semi-coop là, en fait. Hein. Ensuite, ce qu'on va faire, eh bien, on va prendre donc la 3e pioche, qui est la pioche bleue. Hein, vous voyez, on a fait d'abord la jaune, les mariages, puis les rouges, les vikings, pour savoir combien nous attaquer. Maintenant, eh bien, on va distribuer ici. Alors là, on va partir sur une partie à 3 joueurs, ce serait un petit peu différent sur un autre chiffre, mais on va distribuer en fait 8 cartes à chaque joueur et puis on va drafter tout simplement ces cartes de départ. Alors drafter très rapidement, hein, voilà, normalement vous savez hein, si vous traînez sur cette chaîne, mais drafter ça veut dire que eh bien, vous allez regarder toutes les cartes que vous avez, vous allez ici en garder 2 dans votre main. Voilà, ça fera votre main de départ. Alors là, je les montrais, mais vous les montrez pas en réalité, hein, bien entendu, vous les gardez face cachée. Et puis vous donnez le reste à votre voisin de gauche. Et votre voisin de gauche va faire de même. C'est-à-dire que vous allez, hop, récupérer 6 cartes à nouveau, et puis vous allez en choisir 2, et hop, passer encore au voisin de gauche, etc., etc. C'est ça le draft. Donc ça devrait vous amener à avoir une main de départ de 8 cartes. Et là, le premier joueur, donc celui qui possède ce petit anneau rose, eh bien, il va commencer par jouer une carte. Alors, il y a 3 couleurs différentes, il y a des jaunes, il y a des rouges, il y a des bleus. Donc avant de faire son choix, il va choisir ici une ville sur le plateau de jeu, on va prendre celle-ci hein, au hasard, qu'il souhaite mettre en jeu pour ce tour-ci. Et donc, il va jouer ici une carte de sa main, alors admettons qu'il joue celle-ci, là voilà, hop, avec une valeur, ici les valeurs vont de 1 à 25, je crois qu'il n'y a pas de 0, et ce sont des exemplaires uniques, hein. Quand on a joué le 12, voilà, il n'y en aura pas d'autres qui surgiront. Le joueur à sa gauche, en fonction du jeu du premier joueur, bien entendu, va choisir lui aussi une carte, alors s'il a terriblement envie de choper cette ville, ben, peut-être qu'il va jouer cette carte-là qui est de valeur, je vais vous la montrer, hop, 25, voilà, c'est le maximum, donc peut-être qu'il va jouer ça. Vous l'avez vu, hein, il y a des cartes de plusieurs couleurs, c'est-à-dire que là, on l'a vu, on attaque une ville bleue, donc on se bat sur du bleu, d'ailleurs le premier joueur est obligé de jouer une carte bleue, mais les autres joueurs derrière ne sont pas obligés de le suivre, c'est-à-dire qu'ils pourraient très bien jouer une carte jaune, hein, admettons, c'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'ils vont pas gagner ce coup-ci, mais on va voir qu'ils ont peut-être intérêt justement à perdre cette bataille. Par contre, admettons que j'ai pas de bleu et que je veuille quand même gagner, admettons que là, voilà, j'ai une configuration où j'ai cette carte 12 qui a été jouée et je n'ai pas de bleu dans ma main, voilà, c'est comme ça, eh bien je peux peut-être jouer ici une carte royale, donc ce sont les cartes blanches, ici c'est le numéro 21, il y en a 4 comme ça dans la pioche, et donc voilà, ça m'assurera la victoire en tout cas sur le premier joueur. Donc admettons que là, hop, j'ai toujours mon 25 au-dessus, admettons que je me foute royalement de cette ville et que voilà, hop, je joue peut-être une carte rouge. Donc on va vérifier en fait qui a joué quoi, donc on va dire que donc selon la couleur de la ville, et bien ici c'est le 25 qui va gagner, le 12 va suivre en deuxième, et le rouge ici en troisième, puisque lui il n'a pas la bonne couleur. Alors bien sûr si un quatrième joueur avait joué une carte rouge et qu'il avait joué par exemple, je sais pas moi, le 2, eh bien il aurait fini quatrième, puisqu'on aurait ici hiérarchisé en fait les cartes rouges entre elles. Donc la phase suivante, ben, ça va être la phase d'action, et donc là on va recommencer par celui qui a été le plus faible, donc ça va être ici la carte 18 rouge. Donc lui, eh bien, il va devoir choisir une des actions qui sont situées ici en bas, parce que tout simplement, ben, il a perdu la bataille, donc il est obligé de faire une des actions secondaires, et non pas son action prioritaire qui est située ici, et qui, pour se déclencher, nécessite en fait de gagner la bataille, tout simplement. Donc il va choisir ici, alors vous voyez, il y a plusieurs types d'actions différentes, on voit ici par exemple une triple H, ben ça tout simplement, ça veut dire qu'ici, il va casser 3 vikings. S'il casse 3 vikings, eh bien il les garde
devant lui, hein, ça va être un peu son cimetière, voilà. Et ça va lui apporter des avantages, on le verra plus tard. Sinon, il pourrait tout à fait décider ici de gagner une pièce. Alors des pièces, en début de partie, on en a 3 dans la même, semble-t-il. Et donc les pièces, on va voir à quoi ça sert immédiatement, puisque ici, cette petite icône nous permet en fait de conquérir une ville relié à l'une des villes que l'on possède déjà par une route. Donc admettons que je joue les verts là, alors les verts non c'est le mauvais exemple parce qu'ils n'ont pas de route autour, vous voyez, il n'y a rien du tout. Admettons que je joue les violets, eh bien les violets, vous voyez, ils sont reliés à cette ville ou à cette ville, ben, je pourrais, en payant 5 pièces ici, hop, relier cette ville-là et donc me l'approprier, tout simplement. Alors ça, c'est la seule action facultative du jeu. En fait, lorsque je déclenche des actions comme ça, je suis obligé de toutes les faire, sauf acheter des villes. Alors ensuite, eh bien, ça va être au tour du joueur qui a joué, on va dire, la carte du milieu, hein, voilà, de valeur centrale, tout simplement. Donc ça va être ici cette carte bleue de valeur 12. Et donc lui, pareil, bah, il va falloir qu'il choisisse entre une des deux actions. Secondaire, malheureusement pour lui, il aura perdu l'influence sur cette ville. Et donc du coup il va choisir ici soit de prendre 2 pièces et d'acheter une ville qui suit une route attachée à une ville bleue, il n'y en a qu'une, c'est celle-ci. Soit il peut choisir ici, et c'est celle qu'on va faire pour vous montrer un petit peu comment ça marche, et bien ajouter de l'influence au niveau de l'église. Donc on va dire que là c'est le joueur bleu qui joue, et bien il va prendre 2 jetons ici bleus. Et donc il va les placer ici, hop, sur l'influence de l'église. Et ici, le premier joueur, bah, lui, il va devoir faire cette action ici prioritaire. Donc cette icône va lui permettre en fait de récupérer bien la ville pour laquelle on se bat, là, hein, en termes d'influence, voilà, ici. Et hop, on va pouvoir, et il va pouvoir récupérer également le pion premier joueur, hein, qui était à l'adversaire au tour précédent. Ben là, hop, pouf, action principale. Donc comment on sait qu'on prend le pion premier joueur? Tout simplement, il y a des couleurs là au milieu du triskel. Donc le triskel, ça veut dire que vous prenez une ville. Puisqu'il n'y a pas de pièces à côté, ça veut dire qu'elle est gratuite, donc c'est la ville pour laquelle on se bat actuellement. Et puis les couleurs, ça veut dire que on est en train de, on peut piquer le pion premier joueur, tout simplement. Donc là, on a fini le tour de jeu, on va jouer à nouveau une carte, et puis on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus qu'une carte en main, et celle-ci, on va la défausser. Donc en gros, ben, une manche de jeu, c'est 7 tours de jeu, 7 cartes jouées. Et le jeu va durer 3 manches. En tout cas, dans cette configuration à 3 joueurs, elle va jouer 3 manches, puisqu'il y a 3 mariages. Alors je vais vous montrer un petit peu les autres actions que l'on peut faire. Alors vous voyez, là, il y a des petites missives, des petites lettres là-haut, ben ça permet de grimper ici, hop, sur la ligne du mariage, et donc de se placer le mieux possible en fait pour épouser Aoif. Donc une fois qu'on aura fait ces fameux 7 tours de jeu, eh bien on va passer à la phase d'entretien, c'est toujours indiqué ici. Tout simplement, ben, celui qui sera le plus haut sur ici cette ligne-là, eh bien va pouvoir épouser le marié ou la promise en question lors de ce tour. Donc là ici il va gagner 2 points de victoire directement, admettons que là, donc c'était le bleu, hop hop, il va grimper. Et puis il va gagner ici un jeton renommé, on verra à quoi ça sert également plus tard. Alors ici sur l'échelle du mariage, donc si j'ai épousé ici la promise du moment, eh bien je vais redescendre ici tout au fond. Par contre les autres vont rester sur la ligne, là où ils sont, et en plus ils vont gagner ici une petite récompense, voilà une petite médaille en chocolat, donc ici une piécette. Donc ça vaut le coup quand même si on n'épouse pas, de grimper au maximum ici pour gagner des villes, des jetons renommés, etc. etc. Une fois qu'on aura fait ça, eh bien on va passer à la phase de baston. Donc là on va aller regarder ici s'il reste des jetons vikings ou pas. Alors s'il en reste déjà, ça va mal se passer parce que ils vont occuper le village de la personne qui a le moins contribué à chasser les vikings. Donc admettons que ce soit les verts, et bien hop, le joueur qui a le plus contribué dans la bagarre va décider quel village désormais appartient aux vikings, tout simplement. Donc il va le recouvrir ici avec un bouclier. Si tous les jetons vikings ont été éliminés, du coup ça on le fait pas. Hein. Vous avez compris qu'ils ne vont rien envahir s'ils n'existent plus. Par contre, quoi qu'il en soit, et bien ensuite on va continuer ici dans l'action de combat, on va regarder un petit peu qui a le plus tué de vikings. Donc celui qui en a le plus tué va gagner lui aussi un jeton renommé, comme on l'a vu tout à l'heure pour le mariage d'Aoif. Il va aussi immédiatement gagner autant de points de victoire qu'il possède de jetons renommés, y compris celui qu'il vient de récupérer. Par contre le vainqueur des vikings, celui qui en a le plus combattu, va perdre absolument tous les jetons vikings de son cimetière. Alors que les autres derrière vont les garder. Donc ok, vous allez scorer un bon coup comme ça sur une bataille de vikings, mais pour redevenir premier derrière, il va vraiment falloir carburer. Les deuxièmes meilleurs dans les bastons de vikings, en fait, ils vont gagner 1 point. Alors il peut y avoir une égalité, hein, tout simplement. Admettons qu'ici, ce soit les bleus, hop, ils vont grimper ici. Et puis ils vont perdre ici un jeton viking de leur cimetière. Mais tous les autres vikings, il les garde dans sa possession. Donc voilà, donc plus on score de points, et moins on a de chances d'en scorer au même endroit la prochaine fois. Tout simplement. Alors ensuite il y a une étape d'église, donc là on va regarder un petit peu l'influence qu'on a posée ici. Donc celui qui a le plus d'influence ici, c'est pareil, il va perdre tous ses jetons. Ce qui ne sera pas le cas des autres, donc vous avez compris le principe de jeu, hein, je pense, maintenant. Mais en plus de ça, il va pouvoir ici construire un monastère sur une ville qu'il contrôle. Alors là, c'est le bleu, donc il a qu'une ville, donc hop, on va poser là. Désormais, cette ville compte pour 2.
ça veut dire que dans tous les décomptes après pour revendiquer des régions, pour marquer des points, etc., ben, ça va compter pour 2. Alors par contre, du coup, ça veut dire que ça va être une ville extrêmement tentante pour les vikings. Voilà, si vous avez des monastères et que vous ne combattez pas les vikings, vous êtes mal barré. Et après, il y a une action aussi un petit peu particulière qui permet en fait de chasser des vikings d'un village. Bon là, il n'y en a pas pour l'instant sur le plateau de jeu, mais il y a une carte, je crois, c'est la 13, qui nous permet de chasser du viking. Ensuite, donc la personne qui aura le plus d'influence sur l'église va gagner ici le pion premier joueur. Et puis donc, je l'ai dit, il va perdre tous ses moines. Alors ensuite, ceux qui ont le plus d'influence ici dans l'église, juste après cette personne qui vient de construire un monastère, vont gagner donc ici un point de victoire. Admettons que ce soit les verts qui aient eu le plus d'influence derrière, et bien hop, il va grimper ici sur l'échelle, et en plus il va perdre un moine. Et donc après avoir enlevé tous les moines du premier, un moine pour le deuxième, etc., on va vérifier qui garde encore de l'influence ici sur l'église, et qui en a au moins 4 ou plus. Et tous ceux qui en ont encore 4 ou plus, eh bien, ils vont pouvoir construire un monastère, et on va supprimer toute leur influence. Donc vous l'avez compris, que je me batte sur le mariage, sur les pillards, sur ici l'église, effectivement le premier va remporter le gros lot, mais ensuite le deuxième va toujours remporter un lot de consolation, et le troisième et le quatrième, ou le cinquième d'ailleurs, puisqu'on peut jouer jusqu'à 5, ils n'y vont pas pour rien, parce que ils vont pouvoir conserver leur personnage, leur influence, leur cimetière, leur position ici, pour peut-être faire un coup d'éclat un petit peu plus tard. Et enfin, dans cette phase de jeu là, on va pouvoir revendiquer des régions. Donc là, c'est tout simple, on va regarder ici chaque région. Vous le voyez ici, il y a des petits trisquels de couleurs. On va regarder si le seuil est atteint, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, il y a écrit 4. Et ça veut dire qu'à partir du moment où il y a 4 villes ici occupées, y compris potentiellement par des vikings, la région peut être revendiquée. Et dès que ça va arriver, on va regarder qui est majoritaire. Et la personne qui est majoritaire, donc là on voit que c'est le Leinster, vous voyez en termes de région, que le seuil pourrait être franchi. S'il est franchi, hop, la personne, elle prend ça, elle retourne, et puis elle gagne 6 points de victoire ici de manière temporaire. Voilà. Alors à tout moment dans la partie, bien évidemment, si un de vos villages se fait piller par un viking, si quelqu'un d'autre devient majoritaire dans cette région, vous pouvez vous faire piquer ces points-là. Ils sont pas acquis ad vitam là jusqu'à la fin de la partie. Voilà. Et là j'ai expliqué le jeu en fait. On va repartir sur une nouvelle manche. On va en faire autant qu'il y a de mariages, voilà, jusqu'à arriver à épouser la princesse du Danemark, qui est redoutable, parce que si vous épousez la princesse du Danemark, lors du décompte final, ou alors on va compter tout plein de trucs, notamment les points dont on vient de parler là, mais aussi le nombre de régions différentes où vous êtes présent. Il y a un petit tableau ici qui rappelle combien de points ça rapporte si vous êtes présent sur plein de régions. Aussi le mec qui a gardé le jeton premier joueur, on va vérifier aussi qui a le plus d'argent. Bon, vous avez compris, en fait, tout ce que vous faites va être noté, et donc à la fin, ça va vous permettre de grimper ici sur l'échelle de score. Astrid, elle va vous permettre, soit lorsque vous comptez le nombre de régions différentes dans lesquelles vous êtes présent, soit lorsque vous voulez revendiquer les régions pour obtenir ces fameux tokens-là, elle va faire en sorte que les vikings soient comptés comme faisant partie de votre faction. Donc vous avez compris que ça peut être assez redoutable, voilà, surtout si vous avez bien placé les factions vikings auparavant. Et voilà, donc à la fin, on va vérifier en fait qui est le mieux placé, bien entendu, sur la piste de score. Et celui qui aura gagné sera Brian Boru, le haut roi d'Irlande. Donc voilà, c'est j'allais dire un petit jeu, voilà, mais c'est pas vraiment un petit jeu, non, c'est pas vrai, c'est quand même un jeu pour joueurs confirmés, on va dire, parce qu'il y a pas mal de trucs à regarder, mais ça reste, au final, la mécanique de base, un jeu de pli, c'est-à-dire qu'on va jouer des cartes comme ça sur 3 couleurs, avec des chiffres, avec un atout, avec ceci, cela, mais avec autour, la phase de draft déjà, qui permet de limiter donc le hasard. Il y a pas mal de choses à faire, quoi, entre les territoires à revendiquer, le mariage sur lequel se positionner, ici les vikings à poutrer, l'influence religieuse. Donc les actions sont simples, les tours sont simples, c'est très vite compris. Ça reste très tactique. Les graphismes, bon, ils vous plaisent pas, je vous l'ai dit, c'est particulier, voilà, c'est pastel, c'est pas trop dans l'air du temps, on va dire, voilà. Moi, c'est un jeu qui m'avait énormément hypé à sa sortie. Est-ce qu'il m'a déçu? Est-ce qu'il a rempli mes attentes? Je pense qu'il m'a un petit peu déçu quand même, parce que je m'attendais un petit peu plus d'épicness, je pense. Vous me connaissez, je regarde très peu en fait de vidéos avant d'acheter et de pratiquer, parce que je veux pas être forcément influencé ni rien. Donc je le découvre moi-même en fait, et par rapport à ce que ça vendait, j'ai été un chouïa déçu, voilà, sur le côté épique, etc. Je m'attendais un petit peu plus peut-être d'envergure dans le packaging, voilà, alors pas forcément dans le design,
Mais en tout cas, dans ce que ça allait raconter sur les mariages, sur l'influence, sur ce genre de choses-là, et dans les interactions aussi avec les autres joueurs. Voilà, donc est-ce que je vous conseille Brian Boru? Est-ce que c'est un indispensable? Je pense pas que ce soit un indispensable. Mais ça vaut le coup de tester au moins une fois, voilà, parce que il est quand même assez original. Je vous dis, il y a plein de manières de scorer et tout. La mécanique de pli est très sympa, il y a le draft et tout. Voilà, en attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table.